La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis le 8 mai 1945 en Europe. Mais dans le Pacifique, elle fait toujours autant rage. Une dernière opération est envisagée, une énorme opération amphibie prévue pour débarquer et envahir le Japon. Cette opération doit mobiliser plus de 400 000 soldats américains et doit mettre un terme à cette guerre. Mais les Américains savent que les Japonais vont combattre jusqu'à la mort. Découvrez dans ce nouveau documentaire comment cette opération a été envisagée et pourquoi elle a été annulée. Découvrez l'opération Downfall. Après l'attaque sur Pearl Harbor, les Américains envoient leurs troupes pour libérer les îles qui ont été conquises par les troupes japonaises. Les Américains ne doutent pas que le pays du soleil levant est redoutable. Au fur et à mesure que les troupes américaines se rapprochent du territoire japonais, conquérant île après île, les Marines se heurtent à la résistance acharnée des troupes nippones. Désormais, la balance penche en faveur des troupes alliées, mais il reste une route encore longue et sanglante jusqu'à la victoire finale. Les Japonais, eux, sont motivés à ne pas céder un mètre sans combattre. Ils ne vont plus seulement lutter pour leur vie, mais pour celle de leur famille et pour une patrie qu'ils jugent sacrée. L'objectif des Alliés est d'infliger des dégâts importants pour que toute résistance japonaise s'effondre. Les raids aériens ont été lancés sporadiquement contre l'archipel tout au long de la guerre. Mais dans la seconde moitié de 1944, une campagne durable de bombardement est inaugurée. Les événements s'accélèrent quand les Américains conquièrent de nouvelles bases dans les îles du Pacifique et au début de 1945, le Japon se retrouve en état de siège. L'attaque vient aussi bien de la mer que des airs. L'opération Starvation, qui signifie famine, débute en mars 1945. Le plan est simple. Miner les eaux côtières jusqu'au point d'appui, le Japon se trouvant coupé de la mer. L'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique et commandant suprême des forces alliées du Pacifique, ne cache pas son ambition de provoquer la famine au sein du pays du soleil levant. Plus de 12 000 mines sont déployées par des sous-marins ou par des largages à partir de 160 super-forteresses B-29 qui ont été spécialement adaptées pour cette mission. Au total, 670 navires ont été coulés ou endommagés, soit plus de 1 250 000 tonnes. Le trafic des voies maritimes a dû être interrompu et les ports japonais ont été contraints de cesser leurs activités. Cette opération, discrète et poussée dans l'ombre, oubliée de l'histoire, est un véritable succès. Les super-forteresses sont en pleine activité. De nombreux dégâts ont été infligés à la défense antiaérienne nippone et les B-29 peuvent faire la navette depuis le terrain d'aviation dans les îles du Pacifique pour bombarder le jour à haute altitude et la nuit à basse altitude. Les Japonais disent que ces raids sont aussi réguliers que la poste. Le général Lemay dira qu'il s'agissait d'une campagne contre le moral national, ce qui signifie que c'était également une campagne contre les civils. Accidentés, couvert d'épaisses forêts, l'intérieur du Japon est relativement inhospitalier. Son peuple s'entasse dans les centres urbains, le long de la côte. Les habitations sont majoritairement construites en bois. Les incendies sont depuis toujours une crainte. Du coup, les Américains ont l'idée d'utiliser ce point faible comme instrument d'attaque. Après avoir constaté le déluge de feu qui s'est abattu à Hambourg en 1943, Lemay a décidé de l'employer contre le Japon. Les Alliés sont résolus à envahir et occuper le Japon. Pour pouvoir envahir le pays du soleil levant, l'état-major américain a imaginé une opération qui allait être la plus grande opération amphibie de l'histoire. Les plans de cette opération ont été présentés pour la première fois lors de la conférence dite Argonautes et qui avait réuni les chefs d'état-major combinés. Cette conférence débute le 25 mai 1945. Le successeur du président Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, décide d'assister à cette conférence.
Pour la première fois, l'objectif ne semble pas prématuré. La bataille d'Okinawa, qui est en cours depuis 2 mois, est proche de son dénouement. Cette bataille se termine le 21 juin, mais elle se solde par énormément de pertes, ce qui va inquiéter les états-majors pour la suite des opérations. Les Japonais se battent encore avec énergie et bravoure. Les Américains étant désormais maîtres d'Okinawa et du reste des îles Ryukyu, le Japon n'a dorénavant plus d'avant-poste dans le Pacifique. Le général Douglas MacArthur, qui est déjà commandant en chef des armées du Pacifique, aura le privilège de commander la force d'invasion aux côtés de l'amiral Nimitz. Ayant appris cette nouvelle, le général MacArthur est chargé d'exécuter les opérations. La flotte japonaise a été réduite à la quasi-impuissance. L'aviation japonaise se limite à une série d'attaques suicides non coordonnées avec toutes sortes d'avions, y compris des appareils d'entraînement. Son usure est sévère et sa capacité d'action durable diminue rapidement. Ces conditions vont devenir plus affirmées encore lorsque nous installerons nos forces aériennes dans les Ryukyu. L'accélération du tempo de nos attaques va diminuer gravement la capacité de l'ennemi à remplacer ces appareils détruits. Il semble établi que le développement de nos bases aériennes dans les Ryukyu, en conjonction avec la présence de porte-avions, nous donnera une maîtrise aérienne telle que nous pourrons assister à un débarquement sur l'île de Kyushu. Nous y installerons alors d'autres bases aériennes qui nous ouvriront une suprématie totale au-dessus de Honshu. Le Japon est un archipel avec, au sud, Kyushu et les îles Ryukyu. Le plan allié consiste en réalité à faire de Ryukyu une base de départ jusqu'à l'assaut final. L'opération est programmée pour le 1er novembre 1945. Elle doit débuter par l'opération olympique qui vise Kyushu par le sud afin d'y sécuriser une base à partir de laquelle des attaques aériennes et navales pourront y être menées et par la suite pourront être intensifiées contre les principaux centres urbains. Si cette opération n'aboutit pas à une reddition complète des autorités nippones, une deuxième opération, l'opération Coronet, est prévue. Celle-ci doit démarrer le 1er mars 1946 et consiste en une attaque directe de grande ampleur contre la plaine centrale de Honshu, y compris Tokyo. Ce plan en 2 phases se justifie par des raisons tactiques, mais le principal problème est la logistique. Même si la fin de la guerre en Europe est prévue plusieurs semaines avant le déclenchement de l'opération olympique, beaucoup de problèmes doivent être résolus. En effet, le défi logistique que représente le transport d'une si grande quantité d'hommes et de matériel vers l'Extrême-Orient est tellement énorme qu'il semble impossible d'acheminer une partie significative des renforts nécessaires avant 1946. Kyushu, l'île la plus méridionale de l'archipel nippon, semble avoir été dessinée pour favoriser les Alliés. Elle présente des baies très ouvertes et des ports naturels, parfaits pour un débarquement et un mouillage en vue de la campagne à venir. Elle est protégée par des montagnes au nord, présente une large plaine où des terrains d'aviation peuvent être facilement installés. Les Américains envisagent d'y concentrer pas moins de 3000 avions. Mais Kyushu n'est pas un désert et est solidement fortifié. Les Américains le savent, grâce à des interceptions de leurs services de renseignement. Les Japonais se doutent bien que les Américains commenceront leur invasion par cette île, et de ce fait, ils n'ont jamais cessé d'y renforcer leur présence militaire et leurs installations défensives. Le sud de Kyushu doit d'abord être soumis à des attaques aériennes lancées depuis les porte-avions et les bases installées sur les îles conquises, telles que Guam, Tinian, Saipan ou Okinawa. Le débarquement sera appuyé par 1900 appareils venant de 32 porte-avions américains et britanniques. 2700 autres appareils viendront en support depuis Okinawa. 3 ou 4 sites de débarquement seront choisis pour une opération à plusieurs volets. 14 divisions de plus, 400 000 hommes seront mobilisés, tandis que 1300 embarcations de transport de troupes et de débarquement seront utilisées. Faisons une comparaison. La précédente opération de ce type, qui a eu lieu en Normandie, avait mobilisé 5 divisions alliées et plus de 3 divisions aéroportées. L'opération Coronet nécessitait 25 divisions supplémentaires, soit presque un demi-million d'hommes et 610 000 tonnes de matériel. Les 2 opérations nécessitent un appui naval massif de centaines de vaisseaux,
MacArthur, qui est toujours enthousiaste, reconnaît que la logistique va poser problème lors de cette opération. Après avoir rétabli leur sécurité et débarqué plus de 686 000 tonnes de matériel, ces armées se seraient ruées vers le nord. Au milieu de l'île, une chaîne de montagnes offre une défense naturelle. Les troupes y auraient pris position en vue de résister à toute contre-attaque japonaise. Je vais vous faire lecture de certains éléments d'un document qui a été établi le 28 mai 1945 par le quartier général en chef des forces américaines dans le Pacifique à propos de l'opération Downfall. Le plan stratégique ci-joint constitue la base d'études pour des opérations visant à obtenir une reddition complète du Japon par la prise d'objectifs vitaux dans l'archipel nippon. Le plan concernant les opérations de l'armée des États-Unis et des forces navales dans le Pacifique en vue de la reddition inconditionnelle du Japon par l'invasion de l'archipel nippon. L'objectif global des opérations est défini par le comité joint des chefs d'état-major. Obliger le Japon à une reddition inconditionnelle par les moyens suivants. Diminuer la capacité et la volonté de résistance du Japon en établissant des blocus maritimes et aériens. Mener des bombardements aériens intensifs et détruire la puissance aérienne navale nippone. Envahir et s'emparer des objectifs vitaux au cœur industriel du Japon. Mais le commandement américain sait très bien que les Japonais vont se battre jusqu'à la mort. Les Alliés espèrent gagner, mais ils ne peuvent pas prédire quand ni surtout à quel prix. La balance entre les combattants peut changer d'un côté à l'autre et une attaque massive risque de se transformer en une sorte d'opération continue de nettoyage. La phase finale peut durer des mois, voire des années. Le Japon, de son côté, se prépare lui aussi à une lutte prolongée. Quoi que cela en coûte, ne serait-ce que pour retarder l'inévitable. Le pays est déjà en situation précaire, car l'opération Starvation fait son effet. La population japonaise ne reçoit plus que le tiers de la ration alimentaire quotidienne nécessaire, le riz étant distribué de façon très parcimonieuse et le poisson ayant quasiment disparu. L'industrie est également asséchée. Elle ne reçoit plus de matières premières, et cela compromet sérieusement la capacité de résistance du pays. Certains évoquent avec un ton enflammé la mobilisation de Japonais qui affronteraient les étrangers avec des lances en bambou. La plupart secouent la tête d'une façon incrédule. Hélas, ceux qui se nourrissent d'illusions se trouvent dans l'élite militaire japonaise qui garde une grande partie du pouvoir. Tous doivent respecter le code Bushido qui exclut toute capitulation. Tout ce qui peut encore voler est adapté à la technique kamikaze. En juillet, 8000 bombes volantes sont disponibles et l'on attend 2500 autres pour septembre. Le Japon peut succomber, mais dans une flambée de gloire. Le président Truman, après avoir vu le diagnostic des pertes lors de cette opération, décide de l'annuler. Pour lui, trop d'Américains ont déjà été arrachés à leur famille pour ne jamais revenir. Alors, il va décider de faire appel à une nouvelle arme. Le 6 août 1945, Paul Tibbets fait décoller son appareil qui se nomme Enola Gay. Il transporte en son antre la bombe Little Boy. À 8h15, elle tombe sur Hiroshima, au Japon. C'est la première bombe atomique de l'histoire. Elle causera énormément de dégâts et beaucoup de personnes seront irradiées. Le Japon, refusant toujours de capituler, le président Truman décide d'utiliser une deuxième bombe atomique. Le 9 août 1945, la bombe Fate Man tombe sur Nagasaki, provoquant la destruction, le chaos, la mort, et des milliers de personnes seront une nouvelle fois irradiées. Lors de ces deux attaques aux bombes atomiques, 130 000 Japonais perdront la vie. Le même jour, l'Union soviétique décide d'envahir la Mandchourie, qui est sous occupation japonaise. Et comme à son habitude, l'URSS avance tel un rouleau compresseur. Le 15 août 1945, pris de tous côtés, l'empereur Hirohito annonce à son peuple que l'Empire du Japon capitule. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri, l'acte de capitulation est signé. La Seconde Guerre mondiale se termine avec une nouvelle arme, la bombe atomique, qui est aujourd'hui utilisée comme arme de dissuasion. Une arme de dissuasion, oui, mais en tuant énormément d'innocents.
L'opération Downfall a failli être mise en application, mais a été finalement annulée pour sauver des vies américaines. Bien sûr, aujourd'hui beaucoup savent que ce ne sont pas les bombes atomiques qui ont fait capituler le Japon, mais l'invasion de l'URSS en Mandchourie, qui a avancé avec une telle rapidité que l'empereur Hirohito a décidé de prendre la décision de déposer les armes pour arrêter l'avance soviétique. Mais vous vous doutez bien que cette invasion de la Mandchourie par l'URSS est une autre histoire.